Donc jour 10 de l'Advent of Code, on a fait les 9 premiers qui nous ont donné nos 18 premières étoiles sur 50. Donc on est sur le bon chemin, on continue à tenir le rythme. Malheureusement, ça risque de se corser plus tôt sur la fin. Donc aujourd'hui, on arrive sur le jour 10. Cathode Ray Tube, c'est les néons, je crois. Hein. Je peux pas dire, mais je... On est à GPT, mais... Ouais, tube à rayon cathodique. Donc, on esquive les cordes, on plonge dans la rivière, et on nage jusqu'à la rive. Les elfes crient quelque chose à propos de se retrouver plus haut au bord de la rivière. Mais la rivière est tellement forte que vous n'entendez pas vraiment exactement ce qu'ils sont en train de dire. Ils finissent de traverser le pont et ils disparaissent de votre vue. Des situations comme ça doivent être une des raisons pour lesquelles ils ont priorisé le fait d'avoir un système de communication sur votre appareil portatif. Vous le sortez de votre sac, mais la quantité d'eau qui en coule depuis une petite fissure dans son écran vous dit qu'il sera pas utilisable de suite. À moins que on puisse concevoir un remplacement pour son système vidéo. Ça, on dirait que c'est une sorte de cathode ray tube. Du coup, on a la définition Wikipédia, c'est souvent le cas. Donc c'est les mêmes choses que ce qu'on a dans les oscilloscopes, en fait, apparemment. Ouais, mais c'est un tube cathodique, en fait. Ok. La même chose qu'on avait dans les télés dans le temps et qu'on avait dans les oscilloscopes, notamment. Ok. Donc c'est un écran à tube cathodique et un processeur simple qui sont tous les deux basés sur une horloge de précision. Cette horloge, elle envoie des tics à intervalles constants et on appelle chaque tic un cycle. Donc on commence par essayer de comprendre le signal qui est envoyé par le CPU. Le CPU a un seul registre, X, qui commence avec la valeur 1. Il supporte seulement deux instructions. ADX V, qui prend 2 cycles à compléter, et après ces 2 cycles, le registre X est incrémenté à la valeur V. V peut être négatif. Ensuite on a la NoOp, qui ne fait pas d'opération, c'est no operation en général, NoOp, qui prend un cycle pour se compléter et qui n'a pas d'autre effet. Le CPU utilise ces instructions dans un programme, qui est notre input de puzzle, pour, en quelque sorte, expliquer, dire à l'écran quoi dessiner. On va considérer le petit programme suivant, le programme suivant. Donc NoOp, on fait rien pendant une. On a 3 à notre registre qui valait 1, ça fera 4. Et on enlève 5 à notre registre qui valait 4, ça va faire moins 1. Sauf qu'en fait, ça le fait... Donc au début du premier cycle, l'instruction NoOp commence son exécution. Pendant ce premier cycle, X vaut 1. Après ce premier cycle, vu qu'elle fait rien, ben, il vaut toujours 1. Au début du second cycle. Donc ça, c'était tout le premier cycle. Ça, c'est le début. On arrive là, c'est le début du second cycle. Le ADX commence son exécution. Pendant le second cycle, X vaut toujours 1. Du coup, pendant le troisième cycle, il n'y a qu'à la fin du troisième cycle que ça vaudra 4. Ça, il faut se méfier parce que ils vont nous faire des blagues sur je tombe au milieu de l'instruction ici. Donc en gros, tant que la commande n'a pas fini de s'exécuter, il vaut pas la nouvelle valeur. Et donc on finit sur moins 1
après 2 cycles de plus. Vous pouvez peut-être apprendre quelque chose en regardant les valeurs du registre X tout au long de son exécution. Pour l'instant, considérez la force du signal, c'est le numéro de cycle multiplié par la valeur du registre X pendant le 20e et tous les 40 cycles. Donc 20, 60, 100, 140, 180, 220. Par exemple, en considérant ce programme plus costaud, je l'ai copié-collé dans mon Daily Sample, celui-là. Les trucs intéressants du signal peuvent être déterminés comme tel, et la somme vaut machin. Donc en fait, probablement que ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va retourner l'ensemble des signaux à l'ensemble des points dans le temps. Comme ça, peut-être qu'on pourra s'en baser sur la partie 2 si c'est toujours basé là-dessus. Du coup, on va faire en 2 fois. On va faire un truc qui nous retourne la liste des signaux. Et donc, on pourra vérifier chacune de ces valeurs-là. Et on va nous faire juste un truc qui fait la somme des 20, 40, 60, etc. Donc, par pas de 40 à partir de 20. Ok, donc, je vais prendre ça. Et ça. Tac. Pardon, je vais y arriver, ça arrive. On revient sur l'IDE. Ok, donc pour l'instant, j'avais initialisé ça avec la valeur, un test vide avec la valeur qu'on veut pour le signal si on exécute la partie 1 sur notre sample. Et un test final pour l'input, ça c'est celui qui nous donnera la bonne valeur, la valeur finale. On va rajouter des tests, donc. Bon, je rajoute tout ça, là. Et on va rajouter plein de tests. On va faire probablement des tests par... Non, même pas. On va faire juste un test qui teste les valeurs successives. Et on verra auquel on plante, ça suffira amplement. Donc, should... get correct signal strength at different points in time. Truc comme ça. Et donc là, en fait, on va faire un ensemble d'asserts là-dessus. Donc je vais en fait copier-coller, couper-coller ça là-dedans. Et on va s'amuser à faire du multiligne. Alors, on va sélectionner l'ensemble de nos lignes. On va passer en mode multicurseur. Et on va couper ça. Donc, là, on veut quoi? On veut assert equals de... Voilà, je suis passé à la fin de mes nombres. Ah, on veut 3 valeurs. Donc, je vais le faire comme ça pour l'instant. Donc ça, c'est la valeur qu'on voudra. Donc, c'est le equals. Et du coup, ce qu'on veut, c'est... Pourquoi 20 fois 21 et 60 fois... Ah, c'est au moment où le signal tombe. Donc c'est ça que j'ai pas trop, là, le 20 fois machin. On va voir ça après. Donc ça, c'est le numéro du signal qu'on veut. Et là, je peux aller jusqu'à la fin de la ligne et tout couper. Et on va fermer ça. Ici, ce qu'on veut, c'est notre day10. Peut-être on va le stocker avant ça, en fait. Mettons qu'on l'appelle strengths. .get. Alors, on va réfléchir. Donc, si je reviens sur l'énoncé, c'est pendant le 20e cycle, le registre X a la valeur 21. Du coup, la force du signal, c'est 20 fois 21.
le 20e cycle et au milieu du second add-1. Du coup, la valeur du registre X, c'est la valeur de départ. 1, plus toutes les autres add-X values jusque-là. D'accord. Pendant le 60e cycle, le registre X a la valeur 19. Ah, c'est ça. À chaque fois, on fait 60 fois 19. Est-ce qu'on pourrait pas juste considérer que c'est 19? Je pense qu'on va faire ça. Hein. Donc c'est 21, 19, 18. C'est ça qui nous intéresse plutôt, en fait. 21, 19, 18. 21, 16, 18. C'est ça. C'est la valeur qu'on veut, ça. Les valeurs comme ça, on s'en fout. Donc on va les dégager de notre jeu d'exemple. Ça saute. Je fais n'importe quoi. Ok. C'est ça que je veux faire sauter. Et ici, par contre, on va faire un val strength égale calculate sur le day 10. Donc on va créer une méthode qui va juste nous calculer. C'est compute, pas calculate. Calculate, c'est du mauvais franglais. Et on va faire sur readlines du sample. Là. Donc on va y passer ça en paramètre. Et donc ça, on le veut au cycle 20, puis 40, puis machin. C'est ça qu'on veut. Donc en gros, le chiffre qu'on a au fond, on s'en fout. Tout ça. 20, ici, on veut le 60. Donc je pourrais faire pareil que ce que j'avais fait. Allez, on va repasser en mode multicurseur. On va aller à la fin de la ligne, on va virer ces get qui ne servent à rien. Et pour l'instant, on va mettre 60 pour nous donner une idée. On va revirer ce multicurseur. Ici c'est 100. Ici c'est 140. 180. Et 220. Et du coup c'est expected. Les expected c'est la valeur d'après là. Et donc là on a un peu plus ce qu'on veut. On a écrit tous nos jeux de test. Donc, on vérifie que à l'étape 20, on va probablement pas faire comme ça en fait. Je réfléchis. En fait, si on peut, c'est probablement le plus facile. On va vraiment faire étape par étape. Est-ce que ça sera 20 ou est-ce que ça sera 21? À la fin du premier cycle, on peut tricher, on peut le faire comme on veut. Je pense qu'on va le faire comme ça. Du coup, on va faire du unindexed. C'est pas très joli, mais... Donc, on va commencer par cette méthode compute strength. Et le day 1 se basera là-dessus. Donc, on y passe les lignes. Par contre, on va retourner une liste de... d'int a priori, on verra si on doit aller plus loin que des int, je pense que non. Alors pour l'instant ici on a le var x égale à 1. Et ici on va faire un lines.forEach ou un truc comme ça. On va itérer, on va même faire un lines.for. On va convertir donc en boucle. Pour chacune des lignes, on va appliquer des trucs. Donc if line égale no up, on va faire un truc et sinon on va en faire un autre. On n'a que deux types de lignes. Ça sera des addx, l'autre. C'est ça. 1, 2, 3, 4. On peut faire sauter 5 caractères à la limite. Seul line.drop de 5. Point to int. Un truc comme ça. On pourrait splitter, on pourrait... Plein de valeurs, plein de façons. Value égale ça. Et on peut print la value. Et du coup, au-dessus, on peut juste println le no-up. Comme ça, on va voir si on ressort bien l'équivalent du fichier, en fait.
Et ici, pour l'instant, on va retourner 0. Avec un petit return. Ok. On va lancer nos tests parce que pour l'instant, on n'a rien fait, on n'a rien qui compile, c'est de la folie. On va commencer à essayer d'avoir du feedback rapide sur ce qui se passe en fait, sur le code qu'on fait, est-ce qu'on s'est planté ou pas. Donc là je le fais avec du texte, mais... Ah oui, non, pardon. Ici, list of... Bah, d'ailleurs, au moment 0, il vaut plutôt 1 en fait. Hein. Ok. On réexécute. Et pour l'instant, on n'a toujours rien fait. Hein. Ok, donc ça c'est bon, on a tout qui plante, c'est parfait. Donc ceux-là, parce qu'ils sont pas implémentés, et celle-là, par contre, elle nous affiche nos trucs. Donc j'imagine que dans notre fichier de test, on va avoir du ADX15, ADX-11, ADX6, etc. On va aller vérifier ça de suite. Mon fichier d'exemple est ici. Et on va aller tout en haut. On a bien du 15, -11, machin, et du no-up. Au bout d'un petit moment. Ok, donc. Ça c'est bien. Dans le cas de no-up, déjà on va faire une val successive ou strengths, on va l'appeler. C'est les forces des signaux. Qui sera une mutable list de x. Donc, je l'initialise avec juste x, et à la fin, on va retourner les strengths. Ok. Et ici, dans le cas d'une no-op, je vais juste rajouter à ma liste. Je sais pas si on peut le faire avec un plus égal sur une liste mutable, on va voir, je crois que oui. On va juste y rajouter la valeur de x, parce que au bout de cette instruction, on modifie pas x, par contre on le rajoute. Et si jamais c'est pas le cas, on va rajouter x aussi. Et ensuite, justement, à la fin de la seconde, du second tic d'horloge, on va rajouter, on va modifier x, donc plus égal à la value. Et suite à ça, on va rajouter dans strengths notre valeur de x, modifiée. J'ai enlevé les prints. Du coup, ça, on peut le sortir et le faire dans tous les cas. Et donc je l'enlève d'ici. Et ici, cette branche est morte. Du coup, on peut inverser la condition if. Et du coup, c'est juste dans le cas où c'est différent de no-op, je rajoute un tic d'horloge et une valeur dans la liste. Si je relance mes tests, j'ai peut-être un décalage de 1. On va voir ce qu'il en est. Je pense que je vais avoir un décalage de 1. Ah, c'est intéressant ça. On essaie d'accéder à un truc... Ah, parce que j'ai mis 1400 et pas 140. Donc ça, c'est ma faute. On va les modifier. C'est ici qu'il y a un 1400. Donc si je relance... Donc c'est bien, c'est qu'on est allé jusque là quand même. Et là... On a un décalage de 1 ici. On va essayer un truc. Je sais pas si j'ai pas un décalage du coup de un index. Si. Donc on a bien un décalage de 1. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter un élément bidon dans la liste. Comme ça on se prendra pas le chou. On accédera bien par index. Ça me paraît le plus simple. Donc ici, pour avoir l'élément i, on va juste rajouter un x dans la liste. Donc à la position 0 et à la position 1, on aura le bon truc. Donc là, on a cette méthode-là qui marche. Donc on est capable de calculer sur un tic d'horloge donné quelle est la valeur. Du coup, la part 1, on va faire la part 1 ici.
La part 1, elle va juste faire un compute strength de nos lines. Ça, on va le mettre dans une même pas, en fait. Donc ça, on va faire même mieux. On fait on part de 20. On va jusqu'à... Non, ça, on va le stocker avant, ouais. Ça va être plus facile. Donc ça, j'en fais une variable locale qu'on va appeler strength. Ça ira très bien. Ici, de 20 jusqu'à strength.length, c'est size. Step par pas de 40. On va mapper ça. Donc ça c'est le 20, 40 machin, donc c'est hit fois strength de hit. Et on va sommer. Je crois que c'est ça, c'est une somme. Et on va retourner ça. On relance nos tests. Alors ça marche pour le sample, donc ça, on peut le map sum, on peut le remplacer par un sum of. C'est la même chose. Ouais, c'est mieux quand même de le stocker dans une variable et le faire en 2 lignes, ça me va bien. Ok, et donc pour le cas d'exemple, normalement, pour le cas input, ça devrait être notre bonne valeur. Donc 12 640. On va aller mettre à jour cette valeur-là, et on va aller la soumettre dans l'énoncé. Ça devrait valider la partie 1. Bingo! Donc on va aller voir la partie 2. Donc on dirait que le registre X contrôle la position horizontale d'une sprite. Spécialement, le sprite fait 3 pixels de large. Ouais. Et le registre X définit la position horizontale du milieu de cette sprite. Ok. Donc dans ce système, il n'y a pas de telle chose qu'une position verticale. Si la position horizontale de la sprite met ces pixels où le CRT est déjà en train de dessiner, c'est quoi CRT? Ah bah le cathodic ray tube, ok. Bah alors, ces pixels seront dessinés. Vous comptez les pixels du CRT, il fait 40 de large par 6 de haut. Un truc comme ça. Cet écran CRT dessine la première rangée de pixels de gauche à droite, ensuite la ligne en dessous, et ainsi de suite. Le pixel le plus à gauche de chaque ligne est à la position 0, et le plus à droite de chaque ligne est en position 39. Comme le CPU, le CRT est lié fortement au circuit d'horloge. Le CRT dessine un seul pixel pendant chaque cycle. Ce qui représente chaque pixel en dehors de l'écran comme un dièse. Voici les cycles pendant lesquels les premiers et derniers pixels de chaque rangée sont dessinés. Ok, donc en timant avec précaution les instructions du CPU et les opérations de drawing du CRT, vous devriez être capable de déterminer où la sprite est visible à l'instant où chaque pixel est dessiné. Si le sprite est positionné tel que un de ces 3 pixels est le pixel couramment en train d'être dessiné, l'écran produit un pixel allumé, sinon l'écran laisse le pixel sombre.
les premiers quelques pixels à partir d'un exemple plus large, donc c'est celui qu'on a, sont dessinés comme suit. Position de la sprite. On commence le cycle 1. On commence à exécuter AddX. Pendant le cycle 1, le CRT dessine le pixel en position 0. Une CRT row, elle est ici. Pendant le cycle 2, le CRT dessine pixel en position 1. À la fin du cycle 2, le fait de finir d'exécuter AddX, donc on met le registre X à 16, la sprite position, elle passe... Donc en fait, on bouge la sprite quand on fait ça. Pendant le cycle 3, le CRT dessine le pixel à la position 2. En fait, il essaie de... Donc là, il affiche le 0, le 1. J'ai du mal à comprendre comment ça marche. Donc lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'avec l'exemple, on affiche un truc comme ça. Donc du coup, on devrait avoir 8 lettres capitales quand on exécute notre programme. Donc en gros, quand est-ce qu'il dessine? C'est quand... Position horizontale de la sprite. Le sprite fait 3 pixels de large. Et le registre X définit la position horizontale du milieu de la sprite. Dans ce système, il n'y a pas de telle chose qu'une position verticale. Si la position horizontale de la sprite et ses pixels ou le CRT est couramment en train de dessiner, alors ces pixels seront affichés. Donc en gros, si je comprends bien, le CRT, il affiche, tac, 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 pas à pas, il va faire les 6 lignes. Sur les 240 cycles. Et du coup, si le X est positionné sur une de ces 3 valeurs là, une de ces 3 colonnes, tac tac tac, alors on va afficher le pixel couramment dessiné par le truc. Donc, en fait, il suffit de faire une boucle de 0 à 240, enfin de 1 à 240 pour être plus précis, d'aller faire un modulo et... Ouais, je vois l'idée. On va juste pour l'instant print et on en fera une construction, une liste ou un truc comme ça qu'on pourra tester après, je pense. Ou pas. Non, on peut directement faire un truc comme ça. Donc en fait, on veut ça en résultat. Je crois que je commence à comprendre comment ça doit se comporter. Donc, test. On va commencer par écrire notre test, comme d'hab. Fun. Parce que Kotlin, c'est fun. Should draw correct screen for sample. Et comme on n'est pas des feignasses, on va en profiter aussi pour faire l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Donc ça, c'est ce à quoi on s'attend. Et... donc c'est une string multiligne. Et on veut assert equals de expected, virgule, et 10 par 2 du sample, ça là. Jusque là. Donc ça c'est notre test. Je sais plus écrire un assert equals ou c'est que c'est pas du tout les mêmes, parce que c'est du par 2 et que du coup le typage est pas bon si jamais.
Ok, et on va faire la même chose pour le truc final. Pour l'instant, on y met une chaîne vide, et ça sera pas le simple, ça sera le classique, et ça sera pas for simple, ça sera for input. Ok, donc on a écrit nos tests, on va juste générer la méthode qui va bien, qui prend des lines, une liste de string, et qui retourne un string, ça me paraît pas mal. Ok, donc... Pour l'instant, on va juste essayer de faire la première ligne. Je pense que ça sera le plus simple. Donc, ici, on veut calculer, pareil, les strengths. Ça nous plaît bien comme idée, ça. Donc dans strengths, on a la liste des positions successives de x à chaque tic d'horloge. Et donc ici, on va faire une boucle i in de 1 à 40. Ok, donc là, on va récupérer strengths de i systématiquement. Ou current x, on va l'appeler, parce que c'est juste la valeur courante de x. Et en gros, if current x, ou alors if i moins current x, et donc c'est la valeur absolue de ça, nous intéresse, est inférieur ou égal à 1, on va importer apps depuis la librairie Kotlin. Donc dans ce cas-là, on veut afficher un dièse, et sinon, on veut afficher un espace, ou un point. Dans notre exemple, c'est un point. Donc ça, c'est ce qu'on va rajouter. Donc on va faire un var line égale chaîne vide, et ici, on va faire un line, on va rajouter à la line le caractère. Ça marche pas, ça? Ah, il veut du... Ah, c'est pas une... c'est une chaîne que je veux ici. Voilà. Donc je rajoute l'un ou l'autre des caractères à la chaîne si le curseur, la distance avec le curseur est de moins de 1. Donc si le sprite de 3 tombe sur le truc couramment affiché. Ok, et ici... pour l'instant, ici, je vais faire juste un return de la line. Je vais définir la line au-dessus. Et ici, je vais l'affecter. Non, ça marchera pas comme ça. Ou var line égale... hop, on l'affecte 2 fois, on s'en fout. C'est juste pour voir comment ça se comporte, cette histoire. Et si la première ligne est bonne, ou si j'ai pas compris. Pourquoi il m'a lancé que la part 1? Ça, c'est une autre question. On va lancer tout le fichier. Ok, c'est mieux. Ok, donc le sample, on s'attendait à avoir tout ça là, et on a eu un point. Visiblement, on n'est pas très bon là. Parce que il faut pas que je réinitialise ma liste à chaque truc. Ça, c'est une bêtise que j'ai faite. Donc c'est ce line là qui est pas bon. Donc là, est-ce que ma première ligne est bonne? Là, par 2 pour mon sample. Ça m'a l'air pas mal, en fait. J'ai un point de trop. J'ai un point en trop. Ça, c'est pas cool. Donc, on a bien dièse dièse, point point, dièse dièse, point point. Non, c'est pas bon, là. Là, c'est pas bon, ça. Dièse dièse, point point, dièse dièse, point point, dièse. Et là, je suis foiré. C'est dommage, le début est bon. Et après, j'ai décalé. J'ai l'impression. On va voir côte à côte ce que ça donne. Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre, du coup. C'est dommage, ça partait pas trop mal. Si j'essaie de l'aligner, on y voit mieux. Raté. C'est bien ici que ça part en sucette, hein.
Est-ce que j'ai pas juste un décalage de 1 ou un truc comme ça? On va voir ce qu'on fait dans notre boucle fort, là. Il y a un petit truc qui va pas. Et pour l'instant, on va tricher. On va juste comparer à la première ligne, donc on va commenter tout ça, là. Ça nous suffira pour l'instant. Donc le par 2. Là, je vais de 1 à 40 compris. Ça ressemblait bien à ce qu'on voulait sur le schéma, là. Le 1 à 40. Donc ça me paraissait cohérent. On va faire un test. On va voir si on a encore un décalage de 1 ou pas. Dans un sens et dans l'autre. Bonjour, ton puce. Ouais, j'ai probablement un autre décalage plus loin. Donc pour le sample, c'est pas bon. Donc c'est encore redécalé. Et c'est quand même bizarre qu'on passe bien pour le premier exo et pas pour celui-là. Donc ça me paraissait bien, hein, le 1,40 ici. Je faisais pas de sucrerie ici, non. 20 et 40. Et du coup... c'est l'énoncé que j'ai pas dû comprendre. Hein. C'est bien inférieur ou égal ici. Et pour moi, c'est bien la différence entre les deux qu'on devrait vérifier. On n'a pas encore d'histoire de modulo, là. Justement, j'ai fait que la première ligne pour essayer de simplifier. Il y a un petit truc qui décale. J'ai envie de print pour chaque, là. On va print un peu toutes les valeurs qu'on a. On va faire un x égale à current x. D'abord un i égale $i. X égale current x. Et du coup... en fait... Ça, là, on va le stocker dans une variable. Et ici, c'est égal... On débug. Hein. On aurait pu passer en debug aussi. Cela dit. La logique est bonne. Peut-être un off by one. Ouais, c'est ce que je pense. Mais... Donc, pour i égale 1, x égale 1, alors en dièse. Oula, déjà j'ai 3 dièses d'affilée, ça me paraît bizarre. Parce que c'est pas le sample, pardon. Donc j'ai bien dièse. Là, on est bien décalé de 1 par rapport à i, donc dièse. Là, on est trop loin, donc point. On est trop loin, donc point. Dièse, dièse, ça marche. Donc 2 dièses, 2 points. On va les revoir dans le jeu de test ici pour avoir les valeurs sous les yeux, pardon. Les valeurs sous les yeux en même temps. Ok. Donc, 2 dièses, 2 points, 2 dièses, 2 points. Et c'est là où on n'est pas bon. Celui-là... il est pas bon. Est-ce que c'est... 2 de décalage qu'on veut? Ça me paraît bizarre. Ou alors c'est que le sprite est pas centré comme je le pense? Probablement que le sprite est pas centré comme j'ai compris. Pour moi, le X, c'était le milieu du sprite. Donc ça, c'est la partie 1, pardon. On revient sur la partie 2. Position d'un sprite. Dire, on est d'accord, hein, c'est juste... normalement, c'est un rectangle, un sprite, quand on fait de la 2D, mais... on s'en fout.
Pour moi, c'est le middle de cette sprite. La position horizontale du milieu de cette sprite. Il fait 3 pixels de large. Pour moi, il n'y a qu'un pixel de chaque côté du truc. Alors non, parce que j'ai triché et j'ai mis... Tu parles du fort que je fais ici, que je fais dans le... Celui-là, là. J'ai fait exprès de le unindexed en rajoutant une valeur dans la liste. Ça simplifiait beaucoup l'écriture de mes tests sur la partie 1. Donc je pense pas que ce soit ça. Ouais, non, mais c'est pas clair. Au moins ça l'est maintenant. Donc j'ai bien ça. Le X, il commence bien à 1, a priori. C'était bien ça, hein. Ça, c'est au tout début. X, which starts with the value 1. Ça, on est bon. Et on est d'accord que... Alors, on va revoir les instructions de notre sample machin, là. On ajoute 15, puis on ajoute 11. Donc on va passer en debug, je crois. C'est bizarre. Ça me paraît tellement simple que je comprends pas ce qui peut ne pas marcher, en fait. On va passer en debug ici. Et on va lancer que ce test-là, tant qu'on est... avec celui-là qui nous intéresse pour l'instant. Donc, ici... on a notre liste successive de strengths qu'on peut regarder rapidement. B, j'ai plus le... Ok, il est là. Donc, en 1, on est sur... The first few pixels from the larger example are drawn as follows. Donc ça, c'est bien la position de la sprite qui est centrée sur le 1. Donc ça, c'est bon. On commence l'exécution du AddX de 15. Donc pour l'instant, le X vaut bien 1. Et on commence le AddX de 15. Le CRT affiche... Donc, normalement, le CRT, il draw bien le dièse. Ensuite, il affiche le pixel en position 1. Le X vaut toujours 1. Donc là, on commence à exécuter. Ah non, à la fin du cycle 2, donc pour la valeur 3... Oui, à la valeur 3, on a 16. C'est bien ça. Donc il affiche que les deux premiers. En fait, il suffit de regarder où est-ce qu'on se plante. C'est ici, après ça, donc c'est entre le cycle 9 et 10 dans l'idée. Donc là on a la sprite position, current CRT row. C'est celui-là qui merde, hein, je crois. Peut-être je peux mettre ici en fait. Parce qu'on s'en fiche de ce qui se passe dans la boucle. On a le résultat. On a le résultat à la fin, là. C'est ça qui nous intéresse. Donc, dièse, dièse, point, point, dièse, dièse, point, point, dièse. C'est ce cas-là qui va nous intéresser. C'est le deuxième. Et dans la solution, on a bien... Pardon, on revient dans le test. C'est pas le test. On revient dans le test. Point, point... dièse, 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 dièse. Donc 3 fois double dièse. On veut 3 fois double dièse. Là, on ne l'a que 2 fois. Donc c'est celui-là. Au moment où on fait ça, en fait. C'est le cycle 10 qui est foireux. Donc si je regarde à la position 10, qu'est-ce qu'on a? On a 8.
il vient de finir, à la fin du cycle 10, il finit d'ajouter X, et donc le registre vaut 13. Donc, visiblement, on n'a pas de décalage dans la valeur du registre, en fait. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, pendant le cycle 10, le CRT, il dessine la position 9. C'est ça qui me va pas, en fait. C'est ça, le off by one qu'il y a. Du coup, c'est probablement là qu'il y a -1. Parce que c'est I-1 moins current X, en fait, je pense. C'est ça. Donc en fait, le truc c'est que lui... En fait, sur le cycle 10, le CRT il affiche le pixel 9. C'est ça, le by one qu'on avait. Ok, donc ça c'est bon, on a la première ligne qui passe. Maintenant il faut qu'on fasse marcher ça sur les 6 lignes. Donc on va faire la même chose, mais avec un modulo en plus. C'est pour ça que j'ai voulu le faire d'abord la version simple. Et maintenant on va pouvoir faire la version un peu plus compliquée. Comment on s'y prend? En gros, on peut faire bêtement... On va faire au plus simple. For row in 0, 5. Ça, c'est les index de la row. Et on peut calculer la line pour chacun. Et on va juste ajouter la ligne. On va voir. Hop. On va faire bête. Et on verra au refacto comment on s'y prend. Donc ici, je veux juste un lines.join. Hop, raté. De \n. En gros, je vais concaténer les listes en mettant juste les lignes, en mettant juste un retour chariot entre chaque. Et donc, à la fin de l'exécution de chacune des rows, on va rajouter dans mes lines. Sauf que pour ajouter, ou plus égal line, c'est le plus simple. Donc là, il y a deux choix. C'est soit on rend la variable lines mutable, non, avec var. Et donc on permet de la réaffecter. Et du coup, le plus égal va faire une concaténation, va créer une nouvelle liste constituée des deux autres. Donc effectivement, ça crée une nouvelle liste à chaque fois. C'est pas très perf. L'autre option qu'on a, c'est de rendre la liste mutable. Kotlin. Et auquel cas, le plus égal ici va juste aller rajouter l'élément dans la liste. Il va faire un add. Donc ça, c'est probablement le plus propre. Qu'est-ce qui fait qu'il est... Ah, parce qu'on a deux fois lines. Oui, c'est pas joli ça. On va l'appeler result ici. Et ici, result et result. Ok, parce qu'en fait, j'avais déjà lines au-dessus. Ok, et donc là, par contre, il va falloir feinter un petit peu. L'index, le i, là, il sera toujours bon. Par contre, celui-là, là, ça va être un row x 40 plus i. Et je crois que c'est tout, en fait. On va enlever le println ici, parce qu'on s'en fout. Et on peut aller rechanger notre test pour voir si ça marche. Donc là, le test, je remets la chaîne complète. Et on essaie de voir si ça marche. Ça a l'air de marcher pour le sample. Et donc si j'exécute tout, on devrait avoir notre solution. On va faire un tout petit peu de refactoring si on peut. Là, on a la vieille solution avec des boucles for, mais pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Et donc là, on va plutôt l'afficher, ce truc-là, parce que... Ou alors, je vais le coller comme un bourrin au milieu, là.
Et juste pour voir ce que ça donne, on le met là. Donc c'est E, H, B, Z, L. E, H, B, Z, L. Ça a l'air plutôt bien parti quand même. Hein. E, H, B, Z, L, R, J, R. On est pas mal. On a fini le jour 10. Ok, donc j'enlève ça. Et là, normalement, ça devrait bien s'exécuter. Tu fais en 2 boucles, je suis naze. Pourquoi? Tu l'as fait en beaucoup plus de boucles que ça? Là, j'ai bien envie d'enlever les boucles, en fait. Ah, non, j'ai pas besoin de modulo, du coup, ouais. Après, on peut le faire en une boucle avec un modulo, mais en fait, en termes de perf, exactement la même chose, parce que la boucle avec le modulo, elle itère de 1 à 200 et des brouettes. Ouais, c'est ça, si tu fais un map de 0 à 240, en fait, c'est comme si tu faisais ces deux boucles-là. Hein. C'est la même chose. J'ai préféré itérer sur row call. On va faire plus propre. Donc déjà, ça, on va l'appeler colonne, histoire que ce soit plus compréhensible. Et du coup, par contre, ça, là, on peut aussi juste le mapper, parce que plutôt que de construire cette chaîne de façon dégueulasse comme ça, on peut juste prendre ce 1,40 là, et on peut mapper l'index qu'on avait appelé call, et pour chaque colonne on peut juste return ça, et du coup ici on peut juste faire ça. Donc je vire la ligne ici, je rajoute dans mon result la ligne, et la ligne par contre c'est le toString de ça, join toString. Il faut que j'arrête de prendre celui-là, join toString, c'est celui-là que je veux, pas du tout, c'est pas grave. Donc là c'est avec des parenthèses, et qu'est-ce qu'on utilise pour concaténer? Donc là on a une map de caractères, ça lui plaît pas? On veut du string. On peut lui donner du string, hein, ça me gêne pas. On peut faire ça en fait. Donc là, ça devrait marcher toujours de la même façon. C'est tous les tests. J'ai tout cassé. Ah, j'ai retourné qu'un dièse, ça c'est gênant. Ça c'est gênant. On va revenir, on va voir ce que j'ai cassé. Result plus égal, donc ça pour 1 à 40. Je map avec dièse ou avec point, et j'en fais une chaîne de caractères. Qu'est-ce qui lui va pas? Ouais, et tu splits à la fin. Je vois bien l'idée, ouais. C'est une option aussi. Qu'est-ce que j'ai cassé, là? Je rajoute bien des chaînes dans mon result pour chacune des lignes. En allant de 1 à 40, je map. J'ai l'impression d'avoir exactement la même chose que tout à l'heure. Juste un peu réécrit. Qu'est-ce que j'ai foiré? Donc ça me fait une liste de chaînes. Je sais même pas, je comprends pas ce que j'ai cassé.
Je veux juste... Je vais print la line, là, ça me turlupine. Mais en fait, je affiche rien, en fait, là. Expected, but was, dièse. Donc on est d'accord que là, je return soit dièse, soit point. Et si j'ai une liste de chars, normalement ça devrait marcher en fait. Pourquoi il veut pas? C'est peut-être là qu'est le problème. Ah, pardon, j'ai compris ce que j'ai fait de mal. Du coup, avec des caractères, ça devrait marcher. En fait, là, on veut pas un return, parce qu'en fait, le return, il va essayer de return de la méthode, et il va pas return de mon bloc. Mon bloc, il retourne sa dernière instruction, en fait. Donc c'est débile. Et donc là, ça devrait être mieux. Et donc là, je peux refaire, comme je faisais, juste le result plus égal à ça. Et on va refaire pareil, en fait. Donc ça devrait marcher. Ok. Et donc, si on veut aller pousser jusqu'au bout, on peut faire la même chose ici, plutôt que cette boucle for, là, en fait. On peut remplacer ça par un de 0 à 5. De 0 à 5. Je map ça avec le row auquel je retourne ça. Donc, pour chaque ligne, je vais faire ce calcul-là. Du coup, si je fais ça, en fait, j'ai plus besoin du result ici. Plus égal. J'ai directement chacune de mes lignes, là. Donc, en gros, pour chacun de mes index, je retourne ma ligne. Et je peux directement join to string ça. Donc, je peux me passer du result qui est ici. Genre, ça, je peux le mettre ici. Et le result, du coup... Ah. J'ai plus besoin de la mutable list parce que j'ai plus besoin du result ici, en fait. Le result, je l'ai là. Ça, c'est la même chose. Et du coup, probablement que celui-là... Non, il veut pas. Vu que je fais juste un return, je peux juste faire un return de ça. Du coup, lui il me dit, c'est joli ton map, mais en fait tu pourrais directement faire un join to string sur l'ensemble. Donc ça c'est fait. Et avec le séparateur, et probablement qu'on pourrait faire pareil ici, même s'il me le dit pas. Donc je vais remplacer mon map ici par un join to string de mon caractère machin. Et le bloc, sauf qu'il le fait qu'avec des strings visiblement. Du coup, en remplaçant ça par des strings, ça devrait marcher. Ok, ça me paraît pas mal. Je suis pas sûr qu'on aura beaucoup plus facile que ça. Donc j'itère pour chacune de mes lignes, je génère chacune des lignes que je vais join avec un backslash. Pour chacune des colonnes, je génère chacune des lignes que je vais... Chacun des caractères de la ligne que je vais join avec une chaîne vide. Et du coup, j'itère, tac, tac, tac. Bon, mais c'est pas mal. C'est propre. Ça me plaît bien. Et du coup, on aurait pu faire pareil pour celui-là, probablement. On aurait pu faire... concaténer et générer la map là. Après, ça nous permet de faire plus facilement l'initialisation du truc. C'est pareil. On pourrait faire juste un map, en fait, là, sur les lines. Quitte à décaler de 1 quelque part. Ok, bon, bah, c'était relativement facile aujourd'hui encore, donc on va committer ça déjà. Et je
vais juste aller lire l'énoncé de... Ah non, 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 j'ai vu un autre truc. On va aller voir un autre truc qui n'a rien à voir. C'est juste pour récupérer le comment ça s'appelle? J'ai vu encore passer un tweet du créateur de l'Advent of Code. Hop. Et du coup, il a créé un truc qui s'appelle... Il a linké il y a pas longtemps, là. Voilà. Non, c'est pas ça. Ça, on les a déjà fait. Presque tous. Eh bien, je l'ai vu passer il y a pas longtemps. Il disait que si on s'ennuie, il y avait... Ah non, c'est à la suite, en réponse à ça, je crois. Non, c'est pas celui-là. C'est l'autre tweet. Qui était juste au-dessus. Et là. Là, en fait, il dit... Si vous avez plus de problèmes d'Advent of Code à résoudre, ce qui est un peu notre problème ici, vous pouvez toujours aller voir ceux des éditions précédentes. Donc dans les éditions précédentes, en fait, il me manque ici, où j'ai qu'un jour à finir, je le ferai pas en live, je pense. Cette année, c'est pas très difficile au jour 10, en termes de difficulté, Day 8, supérieur à jour 9, supérieur à jour 10. Ouais, ça reste facile, je pense que ça va se corser entre le 12 et le 15, quoi. Et donc le 2016, je vais pas avancer dessus parce que je suis en train de le faire le jeudi soir en stream en Rust avec un pote. Donc c'est comme si j'avais à peu près tout fini, quoi. Du coup, lui, il nous suggère... Donc il nous suggère de faire ceux des années passées, mais j'en suis pas loin, donc je les ferai pas comme ça. Et en fait... Donc il a fait un truc dessus, et après il a fait un autre truc qui s'appelle challenge.synacor.com. Voilà, qu'il a donné avec la boîte Synacor au PHP Tech et à l'OSCon l'année passée. L'année passée, je sais pas quelle année passée, mais... Et du coup, il l'ouvre à tout le monde. C'est un challenge de programmation, mais vous pouvez le faire dans n'importe quel langage. Et au fur et à mesure que vous compléterez des sections, vous pouvez revenir ici pour vérifier le code de vos réponses. Le gagnant, pendant chaque convention, aura une carte Apple et la gloire. Donc il donne pas de prix physique. Voilà, donc on peut le faire, mais juste pour le fun, quoi. Bon, pour commencer, il faut s'enregistrer et télécharger les matériaux du challenge. Donc ça... Je vais le cacher vite fait. Je vais remplir tout ça. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails. On va juste s'enregistrer, voir comment ça se passe. Ok, donc je me suis enregistré. Je vais montrer ça. Donc je me suis enregistré, j'ai téléchargé là. On le voit pas, mais ça m'a téléchargé un TarGZ. On va aller voir de quoi il retourne. Alors, dans mes téléchargements, du coup... Ah, il s'appelait comment ce TarGZ ? Il s'appelait Synacor Challenge. Et on va le coller dans ma partie projet, ça arrive. Donc, en gros, hop. Donc on va décompresser le Synacor Challenge. Les amis direct. On va faire un mkdir Synacor. Et on va move large spec dans Synacor. Et on va move le challenge.bin dans Synacor aussi.
Comme ça, on peut travailler là-dedans. Est-ce que ça se lance comme ça? B? Ah non, c'est vraiment des fichiers. Dans ce challenge, votre tâche, c'est d'utiliser cette spécification d'architecture pour créer une machine virtuelle capable d'exécuter le binaire inclus. Ouais, c'est ça, hein, on fait une machine virtuelle en gros. Hein. En chemin, vous trouverez des codes. Vous soumettrez ces codes au site du challenge pour garder une trace de votre progrès. De votre progression. Bonne chance. Donc l'architecture, il y a 3 régions de stockage. Il y a une mémoire avec une adresse space sur 15 bits qui stocke des valeurs 16 bits. Il y a 8 registres et il y a une stack non bandée qui contient les valeurs individuelles 16 bits. Tous les nombres sont des entiers non signés de 0 à 37 767, donc sur 15 bits. Toutes les opérations mathématiques sont modulo 32 768. 32 758 plus 15, ça donne 5. Ok. Ok. Donc, on a le format binaire, chaque nombre est stocké dans une paire Little Endian. Donc d'abord le byte le plus faible, puis le plus élevé. Les nombres de 0 à 32 767 veulent dire que c'est une valeur littérale. Et si on va de 32 768 à 32 775, ça pointe sur les registres de 0 à 7. Et les nombres supérieurs à 32 776 sont invalides. Les programmes sont chargés en mémoire en commençant à l'adresse 0. L'adresse 0, c'est la première valeur 16 bits. L'adresse 1, c'est la seconde, ainsi de suite. L'exécution. Après qu'une opération soit exécutée, la prochaine instruction à lire est celle immédiatement après le dernier argument de l'opération courante. Si on a fait un jump, la prochaine instruction est à la place la destination du jump. Donc sans faire le plus 1. Si on rencontre un registre en tant qu'opération en tant qu'argument d'une opération, on devrait le transformer, on le fait de lire à partir du registre ou de la définir dans le registre comme approprié. Il y a des int, donc des conseils. Commencez avec les opérations 0, 19 et 21. Voici le code pour le site du challenge. On peut copier ça. Et submit code along this way. Bon, on s'en fout. Donc on a collecté un code sur 8. Ok, donc ça revient sur le... on peut continuer à soumettre des trucs. Ok. Donc on a fait la première partie. Je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus loin. On se gardera ça pour la suite, probablement, mais en gros... Le programme 9, 32 768, 32 769, 4, 19, 32 768 occupe 6 adresses mémoire et devrait stocker dans le registre 0 la somme de 4 et de la valeur contenue dans le registre 1 et afficher en sortie sur le terminal le caractère avec le code ASCII contenu dans le registre 0. Et après, il y a les opcode listing, alt 0, ça stoppe l'exécution et ça termine le programme. On a un set 1 AB qui met le registre A à la valeur de B. Ah non, c'est 1 AB, pardon.
Donc si c'est 0, si on a 0, on arrête. Si on a 1, les deux paramètres c'est A et B, et ça stocke, ça met le registre A à la valeur de B. Push, push, tout. Donc on a l'ensemble des instructions. Donc le out c'est celui qui print. Et donc on commencera probablement par, comme il le conseille, par implémenter les opérations 0, 19 et 21. En gros c'est pour être capable d'exécuter ce programme là. Donc le 0 c'est parce qu'il quitte. Le 19 on doit l'avoir ici je suppose. C'est le print. Et le 21 il fait quoi? Il fait rien. C'est pas très difficile de faire un 21, il passe juste à l'instruction suivante, mais déjà avec 0, 19... Ah, il y a le 9 ici. Et le 9, il fait un add. Oui, on pourra implémenter le add aussi. Donc celui-là, il fait un add de ce registre dans ce registre. Donc là, on voit bien que c'est des valeurs de registre. Et il ajoute 4. C'est bizarre. Bon, on verra ça. Ouais, ça a l'air plutôt cool, j'avoue. Donc challenge.synacor.com, si jamais, et pour le retrouver, si jamais ça a été listé dans les réponses au tweet d'Eric Vastel quand il a dit si vous en avez plus sous le coude, faites celui-là. Voilà l'idée. Il y a quelqu'un qui demandait qu'est-ce qui se passe si j'ai déjà tous fait. Bah tiens, fais celui-là, quoi. Il doit y en avoir d'autres, mais... Enfin, voilà. Et sinon, on en a toujours plein d'autres à faire, en fait. Hein. Parmi ceux des sponsors, là, il nous reste le Meili, avec son bel arbre et tout. Ils ont fait un bel énoncé, ça a l'air sympa. Celui-là, on verra quand est-ce qu'on a le temps pour s'y pencher dessus. Ceux-là, on a fini les Svalbard, là, il faut qu'on attaque les autres. Il nous en reste 2. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc ça, c'est, pour rappel, celui qui s'amuse à les faire en Rust et qui explique vachement bien tout ce qu'il fait. C'est assez intéressant si vous voulez monter en compétence sur Rust, celui-là. Et puis c'est déjà pas mal. On en a fait d'autres, hein. On en a fini d'autres. Et j'en ai toujours d'autres que j'ai sous le coude et que j'ai pas réussi encore. Notamment, si on regarde, et je montre le dernier truc... Dans les sponsors, il y a 2 trucs qui m'ont intrigué. Donc j'ai fait un peu le tour de tous les liens qui étaient proposés par les sponsors. Il y en a peut-être qui seront rajoutés, hein, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a 2 trucs qui me turlupinent et que j'ai pas réussi à comprendre. C'est ça, là. Je pensais que c'était du base 64, mais visiblement, ça n'est pas. Et il faut arriver à décrypter ça. Je sais pas ce qu'il y a caché derrière. Et le deuxième, c'est celui-là. Je sais pas ce que c'est. J'ai essayé de me dire que c'était du binaire, de récupérer les valeurs binaires de ces trucs-là, etc. Et pour l'instant, j'ai pas. Donc, à voir. À voir. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a caché derrière ça, en fait. Je l'ai pas fait dans l'autre sens, en fait. On va essayer un truc. Donc c'est quoi? C'est IT Jobs. On va prendre 2 minutes pour tester un truc. Et sinon, le Infi et Reactor Svalbard, c'est... Donc Infi c'est la boîte, Infi et Reactor c'est la boîte Reactor, et Svalbard c'est le plus vieux de leurs 3 challenges. Ils sont très sympas. Faut pas hésiter à les faire. Et... Si on fait un object... on va pas se prendre le chou, on va faire un object qu'on va appeler... IT Tech, je crois. Je crois que c'était un truc comme ça, IT Tech Jobs. Val input égale à ça, là. Ah! Il y a des codes de partout, les cons. J'ai pas envie de les escape. Alors, comment on va faire ça? Parce que là, en fait, il va m'embêter, hein, si je rajoute juste les codes là-bas. Je pense qu'on va tricher. Ça ne vous gêne pas. Ici, je vais aller replace tous les cotes par des zéros. Ne vous déplaise.
Et je vais aller replace tous les points par des 1. Je l'ai fait dans l'autre sens, mais je l'ai pas fait dans ce sens-là, en fait. Et du coup, là, je peux m'amuser à en faire une vraie chaîne, et là, on peut essayer de faire des trucs. On va faire un main pour pouvoir lancer l'exécution et avoir direct le retour. Mais là, en fait, si je prends l'input, que je la split sur une chaîne vide, et que je map chacun avec un it.twint en base 2, s'il te plaît. Et là, on va juste println le result pour voir ce qu'on en fait derrière. Je vais exécuter ça. C'est quand même des valeurs assez élevées. Je sais pas trop quoi en faire comme binaire, code ASCII ou je sais pas quoi là. Si je map char de hit, ça va rien faire de beau, non? Non. Ça fait des caractères... des caractères un peu bourrins pour moi, là. Je saurais pas en faire grand-chose. Donc j'ai essayé plusieurs trucs là-dessus, donc j'ai pas la réponse. J'ai essayé plusieurs trucs. J'avais essayé de les inverser, donc de considérer d'inverser les 0 et les 1. Mais c'est pas plus parlant. Je sais pas quoi faire de ces valeurs. Je sais même pas si c'est les bonnes valeurs. Bon. Je sais pas, j'ai pas solution à celui-là, mais je suis curieux de... c'est pas ça le package là. Ah, parce qu'il m'a remplacé le point. C'est ça. Donc voilà, mystère reste entier. Je pense qu'on se préoccupera plus soit de celui-là, soit du Synacor, qui ont l'air plus sympas. Et après, on basculera probablement sur le tracking game et Xenial, pour occuper les longues soirées d'hiver. Voilà l'idée, on fera ça quand on a du temps, au fur et à mesure. En tout cas, on a bien réussi, comme d'habitude, à faire notre jour 10. Et on se retrouve demain. Alors c'est plutôt vers midi en général. Là j'ai des trucs prévus donc je les fais plus tôt. Voilà, à très bientôt. Et bonne journée à vous. Merci d'avoir suivi.